Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, pourquoi est-il si important de lire des histoires aux enfants, même et surtout aux tout petits? On va poser la question à Marine Schmoll, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche, on teste notre culture générale cette semaine en philo. Question du jour, qui a dit « Le bonheur ne saurait se passer des biens extérieurs » Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Laurence de Villers. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier. Sujet du cours particulier de la semaine, Enquête. Enquête, c'est un jeu pédagogique sur la laïcité. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Marine Schmoll, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste de la petite enfance et de la parentalité. Et vous publiez chez Duno ce guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants. Il est destiné aussi bien aux professionnels de la petite enfance qu'aux parents, aux enseignants, enfin à toutes celles et ceux qui ont affaire à des petits-enfants. Et je veux bien qu'on commence justement par là et par cette notion, j'allais dire de base. Quand vous dites jeunes enfants, il faut comprendre les enfants à la naissance. Oui, enfin les enfants de 0 à 6 ans. Voilà, en fait. Mais on attaque à 0. C'est ça. Et même à moins 2 mois, moins 9 mois si on a envie. Alors racontez-nous ça quand même. En quoi ça va avoir un impact sur la suite d'attaquer sitôt? Alors après, c'est en fonction de ce que veulent les parents. Il n'y a pas d'obligation à commencer si tôt. Mais il y a certains parents qui ont envie de commencer assez tôt. Souvent, c'est autour de 3 mois. Et après, on peut commencer même un petit peu en deçà, un peu avant les 3 mois. Et éventuellement, même pendant la grossesse, c'est quelque chose qui va déjà ancrer le bébé et le jeune enfant dans le langage et dans le lien. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est ces deux choses-là, et on y reviendra beaucoup pendant l'émission, le langage, le lien, et ce lien qu'on n'a pas toujours, par exemple, quand on donne des écrans aux enfants, etc., et qu'on a justement énormément quand on est avec eux pour lire. Ça comprend plein de bénéfices. Alors d'abord, il y a des bénéfices tout à fait immédiats, c'est ce que vous appelez le nid du plaisir. Pourquoi c'est important pour le tout petit? Alors, moi, c'est vraiment le premier argument que j'ai voulu mettre dans le livre, vous avez vu, parce que c'est vrai que c'est pas un argument, très à la mode dans, par exemple, ce qu'on a comme études scientifiques. On a énormément de données sur l'apport de la lecture en termes de langage, de réussite scolaire, on y reviendra peut-être, etc. Mais on n'a pas d'études, en tout cas, je les ai pas trouvées, donc si quelqu'un les trouve, je veux bien les lire et les recevoir, mais on a très peu d'études scientifiques sur le plaisir. Or, c'est la première chose qu'on observe, qu'on voit, qu'on sait quand on est psychologue ou lecteur pour les jeunes enfants ou professionnels de la petite enfance, c'est qu'il y a un énorme plaisir de partage pour l'enfant et le parent. Plaisir de partage, et vous parlez d'une spirale, je vous cite, interactionnelle du plaisir. Oui. Tout le monde se donne... Oui, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'en fait, il y a au moins 3 personnes quand on lit à un jeune enfant ou un bébé. Il y a le parent qui lit ou l'adulte lecteur, qui est souvent une figure d'attachement, mais pas toujours, le bébé ou le jeune enfant. Et en fait, il y a l'enfant intérieur à qui on a lu des histoires ou qui adorait qu'on lui lise des histoires. L'enfant intérieur de l'adulte. De l'adulte, bien sûr. Et le futur adulte, on pourrait rajouter une... Alors ça fait 4. Oui. C'est une foule. Et alors non seulement on est nombreux, mais ça s'adresse à tous les sens quand on lit un tout petit. Oui. Ça, c'est très important aussi. Tout à fait. C'est vraiment un objet multisensoriel. C'est-à-dire, vous avez à la fois la vue qui est stimulée. Évidemment, c'est un lecteur d'images, un jeune enfant, un bébé. Donc la vue, l'odorat, parce que le livre a une odeur. En fait, on le voit bien en tant qu'adulte, mais on le ressent aussi chez les jeunes enfants. Et puis l'odeur du corps parental, de l'adulte qui est tout auprès de lui. Il y a tout ce qui est au niveau auditif, qui est quand même le premier sens qui est stimulé même à l'intérieur du ventre maternel. Et puis le toucher, évidemment, parce qu'il va énormément manipuler le livre. Et puis la bouche. Et le goût. Oui. Alors vous dire, dévorer un livre, il faut le prendre au sens propre. C'est ça. Un jeune enfant, un bébé, ça dévore les livres. C'est pour ça que c'est un peu dommage quand c'est pas toujours proposé, parce que c'est pas comme si vous lui donnez une cuillère d'épinards, si vous voulez. Il les dévore littéralement. Ils adorent tout ça, les jeunes enfants. Ou presque, en tout cas. Quand on lit LIT, on se lit LIE. Derrière, il y a ce fameux, et vous avez déjà prononcé le mot, ce fameux attachement. Et l'attachement, on le rappelle, toutes les théories de l'attachement, c'est absolument essentiel à la construction de l'enfant. Ça recouvre quoi? Ça veut dire quoi, au juste? Si vous voulez, comment ça veut dire quoi, le lien d'attachement? La théorie d'attachement. La théorie de l'attachement, c'est essentiel, on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne le nid affectif du tout petit. Et c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir se sécuriser et ensuite qu'il va pouvoir explorer le monde. Donc les liens d'attachement, c'est évidemment d'abord avec les figures parentales, les liens d'attachement primaires avec la maman et le papa, ou la maman, ou le papa. Voilà, bien sûr, on a toutes sortes de figures possibles. Et puis, il y a aussi tout ce qui est figure d'attachement secondaire. Donc, ça va être les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels de crèche.
Ça va être après les enseignants, les maîtresses, les maîtres, etc. Et puis, un tas de personnes qu'il va rencontrer. Mais le jeune enfant, il a besoin de très peu de figures d'attachement. Et ça, c'est un ancrage indispensable. Vous ne pouvez pas faire sans. Et il cherche en permanence l'assentiment de ces figures d'attachement. C'est absolument essentiel pour lui. C'est ce qui, quand il fait quelque chose, souvent, alors on le dit en langage très vulgaire, en disant c'est pour faire plaisir à papa et à maman, mais c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Alors, faire plaisir, mais bon, on espère qu'il ne fait pas les choses que pour faire plaisir, parce que sinon on part sur d'autres choses. Je parle vraiment des tout petits, là, en fait. Oui, vraiment les tout petits. En tout cas, il va regarder tout ce que fait la figure d'attachement. C'est ça. Il va s'appuyer. C'est le point de repère. Voilà. Être attentif ensemble, alors ça pourrait résonner comme un slogan dans le métro pour faire attention à l'autre, mais pas du tout. L'attention conjointe, vous dites être avec justement une figure de rattachement et faire quelque chose ensemble, ça aussi c'est très important pour le petit. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, déjà, il y a peu d'activités. En fait, un bébé ou un jeune enfant, il n'a pas besoin de 50 objets, 50 jouets, 50 choses. Et d'ailleurs, il va jouer avec des choses du quotidien, en fait. La cuillère, quand on est à table, qui va faire tomber tout ce qu'on veut. Les mains, ses propres mains, puis les mains de papa ou maman, etc. Et bref, tout un tas d'objets humains et quelques jouets. Mais en fait, le livre, comme d'autres objets, c'est des objets culturels. C'est des objets qui sont à la fois des objets de lien, des objets qui l'amènent à être en lien avec lui-même, qui lui font comprendre ou l'aident à parler des choses de lui-même, et en même temps qui lui parlent du monde. Donc c'est des objets qui nous mettent en lien avec la société aussi, avec le monde. Je continue à dérouler tous les avantages, tous les bénéfices de lire des histoires aux enfants dès le début. Il y a aussi quelque chose qui est très important. On en a déjà parlé dans cette émission. On avait fait une émission spéciale sur le sommeil et l'importance des rituels. Et la lecture du soir, pour ça, c'est génial. Oui. On gagne à tous les coups. On gagne à tous les coups, oui, en général. Et puis parce que ça permet à la fois justement de contenir ce moment qui est un petit peu anxiogène. On le sait aussi en tant qu'adulte. D'ailleurs, on lit souvent avant de dormir, ou en tout cas quelques adultes. Et puis, en même temps, ça ouvre. Et ça ouvre sur cet espace qui est du sommeil, qui est un peu entre deux, entre ce qui se passe dans le quotidien et ce qui se passe dans l'imaginaire, dans l'inconscient, etc. Et les rituels, ça rassure quand même beaucoup les enfants, pas forcément que les enfants d'ailleurs, mais notamment les enfants. Je continue avec des bénéfices, alors à moyen et long terme, vous les avez déjà évoqués, mais les plus évidents, c'est tout ce qui tourne autour de l'acquisition du langage oral et ensuite de la lecture. Oui. Et là, il y a des études qui le prouvent, quoi. Les études le prouvent, alors, en tout cas les études actuelles, c'est toujours en mouvance les études. Mais oui, au niveau du langage oral, c'est Michel Desmurget qui nous dit, par exemple, qui a beaucoup vulgarisé toutes les études et qui nous dit qu'il n'y a pas d'expérience comparable, en fait. Quand vous lisez 20 minutes tous les jours un jeune enfant en lecture partagée ou qu'il manipule le livre, entre 1 et 5 ans, c'est 1,6 million, je crois, de mots qu'il engrange, qu'il intériorise et avec lequel il joue quelque part. Donc il n'y a pas d'expérience comparable. En fait. Et ça, c'est irremplaçable. Et on va le retrouver évidemment à l'école, puisque dès la maternelle et a fortiori à l'élémentaire, richesse du langage, elle est intimement liée ensuite à la réussite des exercices qu'on vous donne dans toutes les disciplines. Parce que si je ne comprends pas les consignes en maths, je serai moins bon en addition. C'est pas que pour le français. C'est pas que pour le français, même si on peut quand même voir d'autres études pour les mathématiques, mais en tout cas, sur la question de l'acquisition de la lecture, les études sont claires. Il y a des liens. Guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants, sans fiche pratique de 0 à 6 ans, c'est dans la collection Petite Enfance des éditions Duno, signé Marine Schmoll, qu'on va retrouver dans quelques minutes. Ce sera juste après l'Anti-Sèche, ça vient de sortir, on va le feuilleter un petit peu ensemble. On a déjà commencé, on va continuer, mais notamment vous allez voir, il y a des tas de conseils de lecture extrêmement pratiques pour vous, si vous avez à vous occuper de petits enfants. Mais pour l'instant, l'Anti-Sèche, Laurence de Villers. Et dans l'Anti-Sèche, cette semaine, on révise notre philo. La question du jour, qui a dit « Le bonheur ne saurait se passer des biens extérieurs ». Laurence de Villers, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes notre prof de philo de la semaine. On a bien de la chance, puisque vous êtes évidemment philosophe, normalienne, agrégée, docteur, spécialiste de Pascal et autrice de ces délicieuses brèves de philo qui viennent de ressortir en version enrichie dans la collection Le Goût des mots. C'est aux éditions Point. Alors, on lève le mystère. Qui a dit « Le bonheur ne saurait se passer des biens extérieurs ». Alors, un auteur qu'il faut absolument travailler quand on prépare sa philosophie, Aristote. On tourne chez Aristote. Bon, et ça dit, pourtant on dit couramment, et d'ailleurs tout le livre, vos brèves de philo, elles partent d'expressions courantes, et là c'est à la rubrique, l'argent ne fait pas le bonheur. On nous aurait trompés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces formules toutes faites qui ne pensent pas, normalement, il n'y a pas plus opposé à la philosophie, aux concepts philosophiques, aux idées philosophiques que ces formules toutes faites. Moi, justement, j'aime bien aller voir la philosophie là où elle n'est pas. Et là, il y a de la philosophie. Effectivement, on dit toujours
le bonheur, c'est d'être et non pas d'avoir. Donc l'argent ne pourrait pas faire le bonheur. Or, on se rend compte de deux choses avant de rencontrer Aristote. On se rend compte d'abord que quand on veut décrire le bonheur, on décrit plutôt des possessions, des choses qu'on consommerait même, plutôt que la description d'un état. On dit, oui. Ou même des choses qu'on a. On dit j'ai des enfants merveilleux, par exemple. On dit j'ai des enfants généralement, merveilleux. On ne consomme pas nos enfants, mais en tout cas, on dit j'ai. Le verbe avoir. Propriété. Il y a l'idée donc des choses qu'on possède ou qu'on consomme. Mais posséder, voilà, d'une certaine façon, il y a un instinct de propriétaire. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont formidables, ça me rend heureux. Ou mon mari, ou mon chien, qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, vous voyez, il y a ce paradoxe qu'on dit, évidemment, le bonheur, c'est pas d'avoir, mais on décrit quand même ce qu'on a dans les armoires. Et puis vous me direz, non, quand on dit les amis, etc., c'est pas des choses qu'on possède, comme les enfants. Mais si, d'une certaine façon, on en parle, c'est immatériel, mais comme des biens matériels qu'on aurait. J'ai des enfants, j'ai une belle voiture, je dis pas que c'est la même chose. Le langage est un peu le même. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième, il vient avec Aristote, mais il résout le paradoxe. Comme très souvent, Aristote en philosophie, il faut savoir à qui vous faites appel quand vous voulez résoudre vos problématiques. Aristote, c'est un grand pacificateur. Et donc effectivement, on peut sans cesse dire non, l'argent fera pas le bonheur, parce que parfois on a plein d'argent et puis on se rend compte qu'on n'est pas heureux, ou alors on est heureux, oui, mais enfin quand tu comptes l'argent ou quand tu finis pas tes fins de mois, c'est difficile d'être heureux. Aristote, il va dire, c'est ni être ni avoir, c'est les deux. Et donc il va dire effectivement, il est difficile d'être heureux sans posséder quelque chose. Ou quelqu'un. Il inverse la proposition. Il inverse, il dit... Ça ne suffit. Voilà. Et voilà, il dit ça suffit pas. Si on reste dans les formules toutes faites et les brèves de comptoir quasiment que sont vraies de philo, ce sont les personnes qui rajoutent mais il y contribue. C'est-à-dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Ou alors Jules Renard, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Alors Aristote le dit peut-être pas avec cet humour-là, mais c'est intéressant aussi de se dire que la philosophie finalement nous rejoint quand on dit des choses assez simple ou assez sage. Effectivement, Aristote dit, mais oui, le bonheur, c'est un état qu'on expérimente. Donc, il y a quelque chose d'intérieur. Mais c'est la rencontre entre moi et le monde et la réalité. Donc, déjà, c'est pas seulement mon état intérieur. Et puis, quand même, dit-il, alors j'aime beaucoup, je suis très émue quand je lis ce passage d'Aristote, il dit, très difficile quand même d'être heureux si vous êtes seul, si vous n'êtes pas beau. Il dit disgracié par la nature. Vous m'arrêtez si je dis de mémoire. Mais non, pas du tout. Éthique à Nicomaque, 1, livre 8, ligne 16. Voilà, le bonheur de l'existence se trouve altéré, par exemple, si l'on ne jouit pas d'une bonne naissance, d'une heureuse descendance et de beauté, etc. Et effectivement, il dit, on ne saurait en effet être parfaitement heureux si l'on est disgracié par la nature, de naissance obscure, seul dans la vie ou dépourvu d'enfants, etc. Et d'amis. Dépourvu d'enfants et d'amis. Et il termine là-dessus. Donc, et voilà, il termine là-dessus. Finalement, on est tous des traders, on est des boursicoteurs du bonheur. Ça, c'est de vous, c'est pas d'Aristote. Non, ça, c'est de moi. Oui, difficile de faire la leçon en disant mais non, l'argent, c'est pas le bonheur, les amis. Si, quand même. Et c'est signé, co-signé Aristote et Laurence de Villers. Merci beaucoup, cher Laurence. On retrouve tout ça évidemment dans les brèves de philo qui sont absolument succulentes. Il y avait une première édition il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est une édition enrichie. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'était déjà dans l'édition initiale. Mais on va découvrir toute la semaine de nouvelles expressions qui sont arrivées dans cette édition-là. Et on va se retrouver demain pour répondre à une nouvelle question. Et je vous la pose. À quelle catégorie grammaticale appartient l'expression « du coup » ? Et ça, autant vous dire qu'en 2010, il n'y avait pas dans le bouquin. Mais en 2024, il y a du coup, du coup quoi du coup, on va continuer, on va retrouver le grand oral, du coup, grand oral. Grand oral avec Marine Schmoll autour de ce guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants qui vient de sortir chez Duno, fruit de 10 ans d'expérience dans le monde de la petite enfance. Les situations sont contrastées, dites-vous, selon les milieux, selon les familles que vous avez pu rencontrer. La place et le rapport au livre sont variables. Et ça, c'est quand même une vraie inégalité. Oui, c'est une inégalité, mais alors il y a des associations qui se battent là-dessus depuis vraiment des dizaines d'années et qui ont fait un travail considérable. Et on a eu aussi des dynamiques politiques qui ont amené quand même les livres à toutes les catégories sociales. On a des médiathèques dans beaucoup de villes, on a des endroits où ça circule, où les livres viennent jusqu'aux jeunes enfants, même hors les murs, hors l'école, dans la rue, dans le parc, où on veut. Donc ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Mais on doit continuer pas le combat, mais en tout cas le travail. Parce qu'en fait, si on n'y prend pas garde, dès que ce n'est plus l'urgence, on le sait, comme pour les adultes, il peut y avoir des coupes budgétaires pour la culture, il peut y avoir des coupes budgétaires au niveau social.
il peut y avoir, tout à coup, c'est plus une priorité. Et ça recule très vite. Et c'est un enjeu politique, vous l'avez dit, c'est aussi un enjeu de santé culturelle. Vous citez le rapport de Sophie Marinopoulos, qu'on connaît bien sur School, elle fut chroniqueuse dans cette émission, la première année de School TV. Santé culturelle. Oui. Oui, moi c'est un concept que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, mais en fait qui est devenu essentiel. Moi je m'en sers tout le temps. Et je l'ai compris, figurez-vous, par exemple au temps du Covid. C'est-à-dire que tout à coup, qu'est-ce qui a été touché pendant une pandémie? C'est-à-dire que évidemment ça a mis en panique un peu tout le monde et c'est normal, mais c'est les liens et la culture qui a été mise à l'arrêt, et y compris pour les jeunes enfants pendant un temps. Après on a repris, mais tout à coup, cet objet de manipulation et de lien, eh bien on se disait, non, c'est pas essentiel. Si, c'est essentiel. C'est une question de santé culturelle et de santé psychique. Et ce qui a été mis à mal, c'est tout ce que vous décriviez en début d'entretien sur le fait de prendre les enfants sur les genoux ou dans ses bras pour leur lire une histoire, de toucher en même temps, puisqu'on disait, non, il faut faire attention, pas trop toucher. Il y avait les masques, la difficulté. On sait aussi que les enfants apprennent beaucoup la prononciation en regardant, non seulement le visage, mais même la bouche des adultes qui leur parlent. Et ça a posé des problèmes considérables. Vous les avez observés, vous, dans votre pratique? Beaucoup. Et c'est encore presque un autre sujet. Ouais. Mais aussi, vous savez, les librairies ont été fermées pendant un temps. Et donc ça a eu un impact. C'est-à-dire qu'on a eu des peurs. C'est pas que les professionnels faisaient mal, loin de là. Ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient. Mais on a eu peur. Et on s'est dit, tiens, on retire les livres des étagères. Bon, ça a été un temps, ça a été repris après. Mais... Alors, vous jetez à l'eau, beaucoup, dans le livre, non seulement pour nous expliquer tout ce qu'on a essayé de résumer jusqu'à présent, mais également pour donner des conseils de bons bouquins. Il y en a plusieurs dizaines, et encore, vous vous excusez, je crois, un moment en disant qu'il y en a plein d'autres, parce que l'édition jeunesse française est d'une grande richesse et d'une grande qualité. Mais il y a quand même vos petites sélections. Vous tentez même la définition de ce que c'est qu'un bon livre pour les enfants. C'est quoi ? Alors c'est pareil, je me suis beaucoup inspirée de Sophie Marinopoulos. C'est vrai. Si on reprend un petit peu ce qu'elle dit, et puis j'ai essayé de donner ma propre définition aussi. Moi, je dirais que c'est un bon livre. C'est un livre d'abord qui plaît aux bébés ou aux jeunes enfants. C'est le premier critère. Ça a l'air tout bête, mais oui. Et vous verrez que si vous les observez, en général, les livres commerciaux, ça passe pas. Ceux qu'on voit un peu en tête de gondole partout, qu'on nous demande d'acheter partout, en fait, c'est pas ceux qui plaisent le plus. Donc un bon livre, c'est un livre qui plaît aux jeunes enfants. C'est un livre qui va vouloir dévorer et demander à ce qu'on lui raconte plusieurs fois. Ça va être un livre aussi qui plaît à l'adulte lecteur. C'est quand même bien quand le plaisir est partagé. Et puis, ça va être un livre qui n'est pas un livre pédagogique. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, la sélection que j'ai faite, qui a été rude, je l'ai vraiment faite sur des livres qui sont pas juste sur une thématique et qui disent à l'enfant, il n'y a qu'à Faucon, il faudrait que tu fasses comme ça dans la vie pour appréhender cette problématique. C'est un livre qui ouvre les perspectives et notamment imaginaires. Avec du beau, avec de la contemplation, avec de la poésie, avec toutes ces choses dont on se dit qu'elles ne sont pas très immédiates, mais qui en fait permettent de grandir, c'est ça ? Oui, et en fait, surtout, c'est le langage du jeune enfant. C'est-à-dire que nous, on a tout le temps envie de lui donner des arguments rationnels, ce qui est important aussi. Il va apprendre à les apprivoiser. Mais dans sa tête, c'est comme dans la poésie, un jeune enfant, ou dans un rêve. Donc, il a besoin de ce langage-là aussi. Vous faites toute une sélection d'ouvrages par différentes situations. Alors, il y a les livres pour parler autrement aux jeunes enfants, des liens mère-enfant, père-enfant, des fratries, des grands-parents. Je ne vais pas tout lister, il y en a une vingtaine. Oui. Si on feuillette un petit peu, alors par exemple, il y a la thématique opposition, frustration et émotion débordante. Oui. Sujet sur lequel on vient régulièrement dans l'émission. Comment on fait ? Il ou elle est en colère, le terrible tout, le chamboule tout d'ailleurs, comme l'appelle désormais Clémence Pernou, la petite fille de Laurence Pernou, et tout ça plus rigolo. D'accord. Alors, ouais, chamboule tout, c'est mignon. Oui. Alors, il y en a un tout simplement qui s'appelle Non, de Jeanne Haché, à l'école des loisirs. Oui, voilà. Non, il est extraordinaire de Jeanne Haché, parce que c'est vraiment un petit poisson qui n'a pas du tout envie de manger ce qu'on lui donne à manger. Il veut un bon bec, comme tout le monde. Il veut un bonbon. Donc il dit non tout le temps. Bon, on en connaît d'autres. Voilà. Et ça parle beaucoup. Et alors pourquoi ça parle aux jeunes enfants, en dehors du fait qu'il y a cette époque, cet âge du non, qui est effectivement extrêmement important? Ça lui parle, alors d'abord parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même. Et en fait, on se rend compte que le jeune enfant, il est sensible à l'humour. Donc, il y a quelque chose d'un peu décalé, mais en même temps extrêmement accessible. Et c'est vrai que dans un moment où c'est quand même le bazar dans sa tête, on va pas se mentir, c'est le bazar dans sa tête, c'est le bazar pour les parents, ils savent pas comment s'y prendre, ils en peuvent plus du non à répétition. Ça parle à tous les deux. C'est un objet commun sur lequel on se met d'accord. Et là, vous avez surligné un mot important, et vous y revenez régulièrement dans votre livre, c'est cette notion aussi d'humour. Ça permet de faire rentrer l'humour dans la relation avec l'enfant et de l'initier aussi, parce que le second degré, l'humour, c'est pas si naturel que ça, en fait. Les enfants aiment rire, mais... En fait, le second degré, il va y accéder plus tard. Voilà, c'est ça. Mais la question de l'humour, de pouvoir rire ensemble autour de quelque chose, alors ça, c'est très tôt. Ça, c'est tout de suite. Oui. Alors, on a Non, on a Je veux des pâtes de Stéphanie Blake, grand classique à l'école des loisirs. On a Le pigeon a besoin d'un bon bain. Ah oui. En parenthèse, pas du tout
de Mo Willems. Alors ça, moi je suis fan du pigeon de Mo Willems, mais il y a peu de parents, parce que c'est une traduction d'un livre américain, je crois. Donc en tout cas, le pigeon, allez faire prendre un bain à un pigeon, je veux dire bon courage. Il sent pas bon du tout, tout le monde lui dit, les mouches qui tournent autour de lui, l'adulte pigeon, etc. On lui dit, il sent très mauvais, il veut pas du tout aller prendre. Et lui, il n'est pas d'accord, le pigeon, il ne voit rien du tout. Moi, ça va très bien, merci. Quelle idée d'adulte. Ben ouais, drôle d'idée. Et ça parle absolument aux jeunes. Oli, petit monstre de Mario Ramos. À l'école des loisirs. On prend un autre thème dans les thèmes qui reviennent régulièrement. La question des fratries est l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur. Pas toujours évident, en tout cas ça se gère. Oui, ça se gère. En tout cas, il faut du temps. Les livres ne remplacent pas le temps qu'il faut pour appréhender toutes sortes de problématiques. Je tiens à le préciser quand même. Mais par contre, ça permet d'en parler un peu autrement. Et par exemple, si vous prenez le livre de Jeanne Ashbeck... Toujours Jeanne Ashbeck, vous aimez énormément. Je l'aime beaucoup. Et qui s'appelle le livre « Et après, il y aura ». Pour suspension, c'est également à l'école des loisirs. C'est ça. Donc ça permet vraiment d'appréhender la question au fur et à mesure de qu'est-ce qui va se passer après. Et en même temps, l'enfant peut, comme dans la vraie vie, choisir de pas du tout regarder ce qui va se passer après, mais plutôt de parler de toute autre chose. Donc c'est vraiment un livre... qui ouvre la conversation, mais dans la liberté. Voilà. On a aussi Claude Ponty, immense auteur, le petit frère. Oui, et Claude Ponty, on le voit beaucoup pour des livres pour les plus grands. Absolument, parce que ça se lit et parce qu'il y a une invention langagière aussi qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Comme chez Pef ou d'autres. Mais en fait, on peut l'attaquer. En tout cas, ce livre-là, Le Petit Frère, c'est vraiment précieux parce qu'il y a très peu de mots. Mais par contre, il y a ces petits poussins là qu'on connaît bien et qui... Tromboline et full bazar. Voilà, ça veut tout dire. Mon immense petite sœur, Héloïse Junier et Carole Xénard. Oui. Ça, c'est des livres plus récents. Et d'une psychologue, donc ça parle vraiment aussi de tout ce qui se passe au niveau émotionnel et de ce petit frère ou petite sœur qui prend une place absolument immense. Et totalement disproportionnée. Elle le dit avec beaucoup de tranquillité, mais en même temps, elle parle de tout le chaos qu'il y a à l'intérieur. Troisième thème, grand thème, on va vous le regrouper. D'ailleurs, il est tellement important que vous en faites plusieurs chapitres. Il y a la peur des monstres et ce qui s'apparente aux monstres. Et puis il y a les loups. Ah oui. Le méchant loup. Ben oui. Si vous voulez, le loup, moi, quand je rentre en tant que psychologue dans une crèche, par exemple, les enfants, ils me parlent du loup. Ils me disent, il y a le loup. Il y a le loup. Ouais. Ok, alors il faut faire avec le loup parce qu'il est là. Alors nous, on leur dit, mais non, il n'existe pas le loup. Il est dans les forêts, ne t'inquiète pas. Alors ils entendent, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord, les jeunes enfants. Donc on a besoin de livres pour leur parler autrement de tout ça, de cette réalité entre deux. Et vous proposez notamment Manger un loup de Cédric Ramatier, Vincent Bourgault, toujours à l'école des loisirs. C'est très l'école des loisirs, votre affaire. Alors, l'école de loisirs prend une grande place aussi. Mais il y a plein d'autres maisons d'édition. Je vous taquine, c'est un éditeur qu'on adore, évidemment. Ici, il y a aussi Rouler le loup, allez pour citer Didier Jeunesse. Qui a vu Le loup d'Alex Saunders, grand classique, et Le loup d'Olivier Douzou au Rouergue. Ça, c'est amusant d'ailleurs comme ouvrage, parce que c'est très graphique, en fait. Ce que fait Douzou, c'est très conceptuel. On se dit que pour un tout petit, ça va pas marcher. Et en fait, vous trouvez que ça fonctionne merveilleusement. Ah oui, ça fonctionne bien. Et en même temps, c'est très conceptuel, mais il y a peu d'éléments, ce qui permet de parler, encore une fois. Et de bâtir le dialogue. Allez, il y a encore le Gruffalo. Le Gruffalo, oui. Le Gruffalo, c'est un grand succès. On termine d'un mot. Il y a mille et une façons de lire. On peut lire des livres. On peut aussi lire, et vous y insistez, des magazines. Oui. On peut écouter des podcasts. On peut faire plein de choses. Oui. Oui, il y a toute une offre qui s'est développée et qui est plutôt qualitative. Alors, ça dépend quoi. Encore une fois, on peut un petit peu faire le tri et j'évoque quelques conseils là-dessus. Mais oui, il ne faut pas se priver. Voilà. De toutes ces ressources. On ouvre ses chakras. Allez, et puis on fait un petit clin d'œil à Célie Luton, notre libraire de l'émission, qu'on retrouve tous les vendredis pour des conseils de lecture, avec là aussi plein d'ouvrages de l'école des loisirs, mais pas que. Et oui, c'est comme ça. Merci beaucoup Marine Schmoll pour ce livre chez Duno, guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. C'est l'heure du cours particulier. On va découvrir une expérience pédagogique pour des un petit peu moins jeunes, mais jeunes quand même. Marie-Olivier. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour un cours particulier, exploration. Pardon, je ne fais même pas les présentations. Marie. On explore, Marine, chaque semaine, des initiatives pédagogiques. Et aujourd'hui, un jeu pédagogique lancé par une association française qui s'appelle Enquête. C'est un jeu pour comprendre la laïcité. Oui, la laïcité, c'est un sujet qui revient beaucoup quand on parle de l'éducation en France aujourd'hui. Enquête, c'est une association qui est née en 2010 et qui part d'un constat
assez simple. Les enfants sont souvent confrontés aux questions religieuses dans leur quotidien, mais ils n'ont pas toujours l'espace pour en parler sereinement. Et donc l'idée de ce jeu, l'idée d'enquête, c'est de créer cet espace. Et créer cet espace exactement en concevant des outils pédagogiques, d'éducation aux faits religieux et à la laïcité, donc des ateliers, des jeux, des formations aussi, dans les établissements scolaires et en périscolaire aussi. Avec 3 objectifs. 3 objectifs. Le premier, faire en sorte que les enfants aient un rapport apaisé aux questions de laïcité et questions religieuses et donc prévenir ou soulager les éventuelles tensions. Le deuxième objectif, c'est les faire discuter et donc réfléchir à ces questions. Et le troisième objectif, qui découle des 2 premiers, eh bien, c'est qu'ils s'approprient ce principe de laïcité, qu'ils y voient l'utilité, l'intérêt, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, donc notamment en termes de liberté, par exemple. Dispositif créé en 2010, qui a déjà touché 12 000 jeunes avec ses différentes actions sur la laïcité. Sous quelle forme ? Des ateliers, donc par exemple des jeunes qui ont participé à des ateliers ludiques sur des sujets tels que la galette des rois, religieuse ou pas. Enquête a aussi touché environ 11 000 professionnels de l'éducation et a conçu plus de 34 000 outils pédagogiques. Ah oui, extraordinaire. Alors on en pioche un qui vous plaît bien, je crois. Oui. L'arbre à défi. L'arbre à défi, c'est ça. C'est un jeu qui est proposé aux élèves de cycle 3, donc CM1, CM2. Et il passe par l'apprentissage des faits religieux. Donc ça veut dire qu'avec ce jeu, on se familiarise avec diverses croyances. On apprend les points communs, les différences et les particularités. D'accord, donc on a les piliers des religions juives, musulmanes, chrétiennes. Oui. Exactement, avec un exemple tout simple, vous avez lors du jeu 3 affirmations sur la définition d'une religion et le but pour les enfants, les jeunes, c'est de débattre pour se dire quelle est l'affirmation qui est fausse dans ces 3 affirmations-là. Donc ça permet aux élèves de débattre, de réfléchir ensemble, de casser leurs préjugés souvent, d'apprendre et donc de mieux comprendre les autres. Voilà, c'est assez sérieux, ça ne se fait pas en 1 heure, c'est 12 séances, un arbre à défi, c'est ça ? Exact, 12 séances qui sont programmées, qui sont dans un guide pédagogique à destination des enseignants, donc c'est vraiment très sérieux. Il y a les enseignants qui sont formés aussi en ligne à cette pédagogie-là. Le but, toujours, c'est de développer la connaissance et puis l'esprit critique des enfants vis-à-vis des sujets de laïcité et de religion. On leur montre notamment que les croyances ne sont pas liées à la nationalité. Oui, c'est ça. Ou encore que les textes religieux peuvent s'interpréter, qu'il y a une différence aussi entre savoir et croire. D'ailleurs, savoir et croire, c'était le nom de l'arbre à défi avant. Initiative qui maintenant est assez ancienne, assez ancrée. C'est un jeu qui a fait ses preuves. Il a même été validé par une étude réalisée par l'OCDE. Exactement. En fait, le 9 décembre dernier, c'était la journée nationale de la laïcité. Et à cette occasion, l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, a publié les résultats d'une étude qu'ils ont menée auprès de 44 écoles en Île-de-France. Donc ça représente environ 1800 élèves, une centaine de professeurs. Et c'est encourageant. Par exemple, avant tous les ateliers, donc les 12 séances, il y avait 46% des élèves qui comprenaient qu'être arabe, ça ne voulait pas dire être musulman. Et bien après, ils étaient 62%, donc une augmentation. C'est pas tout le monde, mais ça fait quand même une petite augmentation sympathique. Voilà, il y a aussi des effets, je crois, sur le rapport à la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est aussi absolument fondamental. Tout à fait. La proportion d'élèves qui associe en fait le principe de laïcité à la liberté de croire ou non est passée de 53% à 70% après l'arbre à défi. Plus marquant encore, les attitudes intolérantes face aux convictions religieuses des autres ont diminué d'environ un tiers. Donc c'est vraiment un bel outil pédagogique, un exemple intéressant qui peut apporter de la nuance au regard des jeunes et des enfants et les rendre plus tolérants. Ok, et quand on est enseignant, on se procure le jeu facilement ? Oui, on va sur le site d'enquête, on peut le commander soit physiquement, donc on le reçoit en classe, soit depuis 2024, effectivement, on peut télécharger le PDF sur le site d'enquête. Merci beaucoup, chère Marie. J'étais en train de feuilleter un autre bouquin dont on vient de parler, qui est Guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants. Je me demandais s'il y avait Dieu dans vos sujets dont on peut ou pas parler. Il n'y a pas vraiment, mais il y a la mort et le deuil quand même. On commence à toucher un petit peu à la métaphysique. Mais ce sera pour une 2e édition. Marie, merci beaucoup pour en savoir plus donc, sur Enquête, super jeu pédagogique qui existe depuis longtemps, bien évalué par l'OCDE. Merci beaucoup aussi à Marine Schmoll, psychologue clinicienne, autrice de ce guide pratique paru chez Duno. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Le Rodemont maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.